Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur les ministres, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en République de Turquie, Monsieur le Président Deik, Monsieur le Président Moussiad, Monsieur le Directeur général, chers partenaires, chers investisseurs. C'est avec un grand plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous présenter les opportunités d'investissement au Sénégal, l'environnement économique de manière générale et surtout les secteurs prioritaires dans la vision Sénégal 2050. Monsieur le Premier ministre, je tenais avant d'entamer la présentation de remercier et d'encourager vivement, avec votre permission, le secteur privé sénégalais qui s'est massivement déplacé depuis le Sénégal et qui ont eu à préparer ce déplacement en une semaine. Et je tenais vraiment à les remercier de leur participation massive à cet événement. Également, le secteur privé turc, aujourd'hui, nous savons que pour la plupart, ceux qui étaient au Sénégal ont pu nous rejoindre. Pour la plupart, ils étaient en vacances, mais ils ont tenu quand même à être présents pour partager avec leurs homologues sénégalais ce moment d'échange. Et d'ailleurs, j'annonce qu'à la fin de cette séance de présentation, après les discours, il y aura des séances de B2B avec la présence quand même sectorielle des ministres sectoriels, de l'énergie, de l'économie, de l'industrie et de l'agriculture, et aussi la présence du directeur général du Fonds 6, qui est le Fonds souverain, qui vous donnera l'occasion de mieux approfondir certaines questions issues de cette présentation. Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, et ça a été annoncé depuis votre arrivée, nous partageons avec la Turquie une relation bilatérale qui date de 1962. Cette relation a été approfondie durant ces dernières années avec la présence de l'Agence turque de coopération et de coordination TICA qui a eu à appuyer l'État du Sénégal dans sa phase de développement et qui a inauguré son premier bureau en Afrique en 2007. À cela s'ajoutent plusieurs visites entre nos deux pays, des officiels, que ce soit le président de la République en novembre 2024, mais également vous-même aujourd'hui. Ça marque nos relations qui lient le Sénégal et la Turquie. Et à la suite de ces visites, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés pour renforcer davantage les liens de coopération. On peut noter entre nos deux pays 3 grandes sessions de commission mixte et je pense qu'à l'issue de ces discussions, une autre commission mixte est prévue l'année prochaine pour encore davantage explorer les opportunités d'investissement. Ces différentes mesures ont permis, entre le Sénégal et la Turquie, a permis au Sénégal et aux entreprises turques de réaliser plusieurs grands projets qu'on peut noter, notamment le centre de conférence international Abdou Diouf, l'aéroport AIBD, le centre des expositions, le marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs et le stade olympique Abdoulaye Wade, qui sont des grandes infrastructures aujourd'hui qui permettent au Sénégal de gagner en visibilité et en opportunité en termes d'infrastructures. Mais un des points marquants que je souhaiterais relever dans le cadre de cette coopération, c'est l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements entre le Sénégal et la Turquie qui a été signé en 2010 et qui a été renouvelé en 2012. Cet accord permet, à travers ces mesures, de renforcer et de sécuriser les investissements entre les deux pays. Donc c'est un accord réciproque qui comprend la promotion et la protection des investissements, que ce soit au Sénégal ou en Turquie, le traitement non moins favorable des investissements, la protection contre l'expropriation, à moins que cela ne soit à des fins publiques et suite à une indemnisation juste et préalable, l'indemnisation de pertes non moins favorables en cas de pertes suite à une guerre ou à des émeutes, le rapatriement et transfert gratuit. Donc cet accord renforce aujourd'hui le cadre de coopération entre nos deux pays et sécurise naturellement les investissements, que ce soit en Turquie ou au Sénégal. Aujourd'hui, un des points de discussion entre nos deux pays, c'est l'accord sur la non-double imposition qui est à l'étude entre nos deux pays, qui permettra aussi également de renforcer davantage les investissements dans les secteurs prioritaires. Comme ça a été annoncé, nous sommes à ce stade, dans le cadre des échanges commerciaux, nous avons pu noter un bond de 34% en hausse dans les échanges commerciaux. On est passé de 308 millions de dollars à 415 millions de dollars, ce qui marque le renforcement encore davantage des échanges commerciaux. Ces échanges sont portés naturellement par le niveau d'importation des produits turcs au Sénégal et cette évolution passe entre 2023 à 2024 de 293 millions de dollars d'importation à 398 millions de dollars
provenant de la Turquie, dont les produits phares, c'est le fer et l'acier, l'équipement électroménager, les textiles et les produits pharmaceutiques et les aliments transformés. Donc ce qu'on peut noter dans ce cadre de partenariat qui est naturellement déséquilibré, que le Sénégal importe beaucoup de produits transformés et ça par la suite, on va voir l'évolution par rapport à notre nouveau paradigme que nous souhaitons dans le cadre de notre relation avec la Turquie et avec tous les autres pays avec qui nous sommes en relation. Les exportations sénégalaises en retour ont évolué également substantiellement, passant de 15 millions de dollars en 2023 à 17 millions de dollars et sont constituées de plomb, de poissons et fruits de mer, de minerais, de coton et de graines oléagineuses. Voilà le constat actuel, que l'Afrique continue toujours d'exporter ses matières premières et d'importer des produits transformés. Dans le nouveau paradigme que le Sénégal est en train de développer, notamment à travers la vision Sénégal 2050, il s'agira pour nous maintenant d'inviter les investisseurs turcs, d'inviter nos partenaires et de profiter de ce potentiel-là, au lieu d'importer des matières brutes, de venir transformer localement nos ressources. Et ça, on va le montrer tout à l'heure, en quoi c'est bénéfique pour les deux pays, parce que tout simplement, nous considérons que venir au Sénégal, ce n'est pas délocaliser des industries turques au Sénégal, mais c'est étendre justement le marché vers d'autres marchés porteurs, notamment les marchés qui seront présentés, le marché aujourd'hui américain, le marché africain surtout, le marché sud-américain et le marché asiatique, sur lesquels nous avons des tarifs préférentiels douaniers. En termes d'investissement, nous avons pu noter que depuis 2000, le volume d'investissement a été établi à 570 millions et constitué essentiellement d'investissements directs étrangers à hauteur de 564 millions de dollars. C'est encore très faible et je pense que ça a été relevé par pas mal d'acteurs, vu les potentialités entre nos deux pays. Et justement, nous comptons sur ce forum-là pour renforcer les investissements directs étrangers turcs en partenariat avec justement les secteurs privés nationaux sénégalais qui a aujourd'hui la possibilité de répondre favorablement aux attentes des investisseurs turcs pour qu'ensemble, le co-investissement et la co-construction soient une réalité entre nos deux pays. Les principaux secteurs d'investissement qui ont été relevés au niveau des investissements directs étrangers turcs, les principes sont constitués de la construction, dans le domaine de la construction BTP, les industries extractives, la métallurgie, sidérurgie, la santé et la pêche. Comme je le disais tantôt, avec l'avènement du nouveau régime présidé par son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye et sous la conduite du Premier ministre Ousmane Sonko, un nouveau paradigme aujourd'hui se présente au Sénégal, à travers la vision Sénégal 2050, qui a pour une vision Sénégal souverain, juste, prospère, ancré dans les valeurs fortes et des valeurs que nous partageons déjà avec la Turquie. Et ces valeurs, et de cette vision, il y a une stratégie nationale qui a été élaborée, la stratégie de l'agenda national de transformation systémique, qui permet aujourd'hui, sur une durée de 25 ans, de planifier le développement économique et social du Sénégal. À cela s'ajoute la déclaration de politique générale du Premier ministre qui définit les axes prioritaires durant les 5 prochaines années, mais également, on a tiré de cette déclaration-là 15 projets transformateurs qu'on a mis dans la présentation et 60 projets prioritaires qu'on aura l'occasion de partager avec vous à travers les données, les informations, les brochures que nous allons vous présenter en fin de présentation. Donc, cette vision est déclinée en 4 axes stratégiques: l'économie compétitive, l'aménagement et développement durable, le capital humain et l'équité sociale, et la bonne gouvernance et l'engagement africain. Donc ces axes stratégiques constituent les piliers de notre développement, basés d'abord, comme l'a dit Monsieur le Président du Conseil national du patronat, sur l'économie compétitive. Le Sénégal, l'Afrique de manière générale et le Sénégal en particulier n'ont pas de problème de sécurité, n'ont pas de problème politique. L'Afrique n'a pas de problème politique, ils ont un problème économique. Dès lors qu'on aura résolu les problèmes économiques, on n'aura plus de problème de manière systémique. Et à ce niveau-là, le Sénégal veut être un leader au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, dans le domaine économique, à travers le renforcement de la compétitivité économique du Sénégal et son attractivité des investissements, à travers la promotion des filières stratégiques aujourd'hui, couvrant les 8 pôles de développement économique, mais également à travers l'accélération de la transformation numérique comme levier. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies constituent un accélérateur de croissance. Le Sénégal, l'Afrique dispose des ressources naturelles.
Et il est aujourd'hui inconcevable, à ce stade, en 2025, de continuer sur un modèle d'exportation des matières premières, aujourd'hui, alors que nous avons la capacité, avec justement l'apport technologique et le capital de nos partenaires turcs et de partenaires, de transformer localement ces ressources et d'avoir une vision de croissance partagée. La vision se décline ainsi en termes de projection. Si on regarde la photographie en 2023, on est à 18 millions de population, un revenu national brut établi à 1660 $, l'IDH entre 169e et 190e mondial, le taux de pauvreté à 37,5%, le poids des pôles hors de Dakar à 53%. Et à travers la vision Sénégal 2050, nous prévoyons aujourd'hui d'atteindre en 2050 une population de 35 millions d'habitants, 4 800 $ de RNB. On va être classé avant au-dessus des top 100 en IDH, 10% de pauvreté en moyenne et 71% des pôles hors de Dakar. C'est ça la vision Sénégal 2050 qui sortira le Sénégal de son modèle territorial déséquilibré et de la macrocéphalie de Dakar avec 8 pôles économiques dynamiques répartis sur l'ensemble du territoire. Le Sénégal, naturellement, n'est pas seulement une terre d'investissement, une terre de ressources naturelles, mais également une terre de valeurs et d'hospitalité. Le Sénégal compte 18 millions de population, avec un taux de croissance de 2,9% par an de la population, un taux d'urbanisation de 54% et un taux de croissance de la population moins de 19 ans de 50% et moins de 35 ans de 75%. Ce qui reflète quand même une jeunesse de la population sénégalaise, une jeunesse très dynamique, engagée. Un taux d'alphabétisation de 102% et une superficie de 196 722 km². C'est vrai, le Sénégal peut être un petit pays en termes de superficie, mais un grand pays en termes de démocratie, parce que naturellement, le Sénégal a une longue histoire avec la démocratie, avec la sécurité, mais surtout avec la paix sociale entre les peuples et entre les communautés. Donc c'est pour ça qu'une de nos grandes valeurs, une des grandes richesses qu'a le Sénégal, au-delà des ressources naturelles, c'est sa richesse d'abord par rapport à sa population, par rapport à la concorde nationale, par rapport à sa culture, par rapport à son capital humain, mais surtout par rapport à sa jeunesse. Le Sénégal n'est pas seulement un petit pays, mais c'est un leader sous-régional. À ce stade, nous pouvons relever que le Sénégal est classé deuxième UEMOA en termes de croissance avec la CNUSET, 6e en Afrique, PIB, deuxième UEMOA, bonne gouvernance, premier UEMOA, IDH, 34e en Afrique, PIB par capita, 26e en Afrique, indice global d'innovation, 92e mondial, indice de compétitivité, 13 000 en Afrique, indice mondial de progrès social, 15e en Afrique, et indice de développement TIC, 12e en Afrique. Voilà la position du Sénégal, et que le Sénégal compte aujourd'hui progresser dans sa position en termes de leader, de par son influence et de par son expertise. Le Sénégal aujourd'hui n'est pas seulement une terre de valeurs, mais également c'est un carrefour mondial, c'est le carrefour maritime naturel mondial. À ce stade, nous pouvons noter que le Sénégal dispose du port le plus à l'ouest au niveau entre l'Europe et l'Afrique, avec le port de Dakar qui est à 13 mètres de tirant d'eau, avec un projet structurant de port de Ndayan de 18 mètres de tirant d'eau en eau profonde. C'est l'un des plus grands ports en Afrique aujourd'hui qui est en construction et qui sera livré en 2027. Le Sénégal est également membre de la zone CEDEAO qui compte 400 millions de consommateurs et qui bénéficie de tarifs préférentiels dans le cadre du commerce. Le Sénégal est également membre de l'UEMOA en ayant en commun la monnaie du franc CFA arrimée à l'euro, ce qui apporte une certaine stabilité monétaire. Le Sénégal est membre et se donne un rendez-vous dans les 10 prochaines années au niveau de la zone ZLECAf qui lui permettra aujourd'hui d'atteindre un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Nous avons un marché mondial. Aujourd'hui, nous avons accès au marché mondial et occupons une position stratégique. Comme vous le pouvez le voir, nous sommes à 5 heures de vol de l'Union européenne, 6 heures de vol, 7 heures de vol des États-Unis
hauteur de 60 jours en bateau de l'Asie. Avec l'AGOA, nous bénéficions de plus de 6500 produits de tarifs préférentiels. Et avec l'Union européenne, nous bénéficions de l'initiative TSA, Tout sauf armes, à hauteur de 40% de commerce entre le Sénégal et l'Union européenne en 2023. Le Sénégal n'est pas seulement un marché, 18 millions de consommateurs, ce n'est pas énorme. Mais il est important de relever que si vous installez au Sénégal, ce n'est pas le marché sénégalais qui sera intéressé, qui sera impacté. C'est plutôt le marché ouest-africain. Et à ce niveau, les volumes d'importation de la CEDEAO en 2024, on peut l'évaluer, rien que sur les produits pharmaceutiques, à 2,85 milliards de dollars au niveau de la CEDEAO en termes d'importation. Pour la fonte et le fer et l'acier, nous sommes à 2,54 milliards de dollars d'importation, rien qu'au niveau de la CEDEAO. Et pour les céréales, 6,07 milliards de dollars. Voilà le marché qui attire aujourd'hui les investisseurs. Et c'est là où on invite nos investisseurs turcs et les investisseurs sénégalais à explorer des opportunités d'investissement, parce qu'il s'agira maintenant de ne plus importer mais de transformer localement, parce que la majeure partie de ces produits se trouvent, en termes de ressources, se trouvent localement en Afrique. Il faudra venir les transformer localement et étendre le marché au-delà de l'Afrique et pour conquérir le monde. Un exemple précis nous permet de mieux appréhender les opportunités. Figurez-vous que la balance commerciale est structurellement déficitaire du Sénégal. Le solde commercial du Sénégal est à moins 320 millions de dollars, en moyenne entre 2009 et 2025. Avec un pic aujourd'hui en février 2025 de 150 millions de dollars et un creux en février 2022 de 910 millions de dollars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le choix qui a été opté, c'est le choix politique assumé de transformer localement nos productions pour réduire les importations et rééquilibrer notre balance commerciale. En guise d'exemple, concernant le secteur extractif, aujourd'hui, qui constitue un des piliers forts de notre économie, où on exporte aujourd'hui les matières brutes et on transforme moins localement. On se rend compte que concernant les entreprises installées au Sénégal, le cumul entre 2008, on est passé de 111 millions de dollars de chiffre d'affaires à 2,23 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'extraction, sur les réseaux extractifs, c'est un secteur très porteur en termes d'investissement pour les entreprises qui viennent s'installer pour extraire les ressources naturelles. Par contre, en termes de valeur ajoutée, on se rend compte que le Sénégal, ces chiffres d'affaires n'ont pas d'impact réel sur l'économie sénégalaise. Quel que soit, malgré le fait qu'en termes de valeur ajoutée, on est passé de 2023 à 780 millions de dollars, il y a une baisse entre 2022 et 2023. Malgré cette baisse-là, on a pu noter que l'impact réel dans l'économie en 2023 de ces chiffres d'affaires, de ce secteur, 31,89% des exportations, donc ce secteur extractif constitue 31,89% des exportations, mais en termes de recettes fiscales, on est à 9,40%, en PIB 4,72% et en emploi 0,16%. C'est largement en deçà de nos objectifs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un secteur à forte valeur ajoutée naturellement, mais à faible impact direct, notamment en matière d'emploi. C'est pour ça que les revenus générés pour l'État sont ressortis à 30,1% du chiffre d'affaires en 2023. Naturellement, et par conséquent, une transformation des produits issus de l'exploitation permettrait de doubler ce pourcentage. Et c'est à ça qu'aujourd'hui, on invite les investisseurs sénégalais et turcs de regarder les opportunités dans ce secteur-là et transformer localement, parce que nous avons la matière première, nous avons le savoir-faire. Aujourd'hui, la technologie turque et le capital turc et le capital sénégalais peuvent permettre de transformer cette donne. C'est ce secteur privé-là, sénégalais, qui nous a permis d'avoir une économie résiliente. À ce stade, le PIB réel estimé en 2024 est à 29 milliards. Le PIB réel de 2024, selon les chiffres de l'ANSD, nous maintient à 6,87%. Donc ça veut dire que c'est une économie résiliente malgré les soubresauts de la dette et les soubresauts des chocs exogènes, comme vous le savez. L'inflation est maintenue à 2024 à 0,8%. Le PIB est maintenu à 1845 $. Nous avons
aujourd'hui une baisse des investissements étrangers qui s'est établi à 2,01 milliards de dollars. Le taux reste fixe de change franc CFA-euro à 655 francs franc CFA. Les réserves de change nous maintiennent à 4,2 mois d'importation et la balance commerciale déficitaire à moins 12,4 du PIB, ce qui a remonté en début d'année 2025. Cette économie est maintenue par un des secteurs phares, l'agriculture, avec un taux de croissance, une contribution au PIB de 16,6%. Concernant l'agriculture, on a pu noter qu'en moyenne, durant les 10 dernières années, l'agriculture a maintenu un taux de croissance de 8,5% ces dernières années. Il est dominé, ce secteur, par le riz, qui offre des opportunités également d'investissement, un marché potentiel de 1,5 milliard de dollars, parce que le Sénégal importe 1 387 343 tonnes de riz en moyenne, notamment en 2025, avec un taux de dépendance de 60%. Concernant le maïs, nous sommes à 512 000 tonnes en 2024, avec un taux de dépendance de 64%, pour un marché potentiel d'investissement pour transformer et cultiver davantage, augmenter la production du maïs à 1 milliard de dollars. Nous avons l'arachide qui est un produit qui va à l'export, une production de 2023 enregistrée à 1 675 000 tonnes, soit une valeur de 109 millions de tonnes, 109 millions de dollars d'exportation en 2024. Et un des grands défis du Sénégal, c'est notre capacité de stockage, et on va vous montrer un projet tout à l'heure structurant sur le besoin que nous avons en stockage à 30% de déficit de stockage de fruits et de légumes. Concernant l'élevage, nous pouvons noter en moyenne ces dernières années une croissance de 4,5% et concernant les produits de pêche, une croissance de 2,6%. Et nous allons montrer tout à l'heure les besoins en investissement pour augmenter cette capacité-là. L'autre secteur qui constitue, en tout cas, qui contribue à la formation du PIB, le secteur industriel, porté par le secteur extractif. Donc, le secteur industriel contribue à hauteur de 22,9% du PIB, notamment en 2023. Et il est porté par le secteur extractif qui présente aujourd'hui des opportunités, mais aussi, en tout cas, en termes de réalisation de production qui monte en puissance. Comme vous le savez, le Sénégal est producteur de pétrole et de gaz. Et les derniers chiffres aujourd'hui montrent un cumul, une production cumulée de 38,0,1 millions de barils au 31 juillet 2025 concernant le pétrole. Et pour le gaz, nous sommes à 1,13 million de mètres cubes, ce qui offre des opportunités avec tout ce qu'on peut faire avec le pétrole, notamment les projets à venir, le SAR 2.0 et le gaz, la transformation gaz to power et gaz to industry que le Sénégal a entamé dès la découverte de ces gaz. Nous avons des opportunités et nous invitons beaucoup les investisseurs à s'intéresser à ces besoins-là stratégiques et urgents, les plateformes offshore logistiques et la ville pétrochimique qui constituent aujourd'hui des moyens d'accompagner la transition énergétique du Sénégal pour transformer le gaz en énergie, mais également du gaz en industrie. Et pour cela, nous avons besoin des infrastructures logistiques pour accompagner, pour relier les plateformes aux unités de transformation. Les services aujourd'hui constitués du commerce, des transports, du tourisme, des nouvelles technologies et des services immobiliers qui contribuent à hauteur de 49,6% du PIB, mais également porter un des, en tout cas, secteurs aujourd'hui en forte croissance et sur lesquels les nouvelles autorités, les plus hautes autorités ont décliné une nouvelle stratégie, c'est le New Deal technologique, c'est les TIC, avec en tout cas la position du Sénégal comme leader sous-régional dans ce domaine. Très rapidement, pour accompagner cette vision, naturellement, nous voulons nouer un pacte franc et sincère avec le secteur privé. C'est pour ça que l'État du Sénégal a enclenché un nouveau paradigme de programme d'amélioration de la compétitivité des territoires et des entreprises. C'est un programme de réforme. Ce programme de réforme, pourquoi? Qui vise à régler les défis structurels entravant la croissance et l'attractivité du Sénégal en renforçant l'environnement des affaires et la compétitivité des territoires.
Donc dès l'annonce de la vision Sénégal 2050, un certain nombre de programmes de réforme a été identifié qui doivent nous permettre déjà, sur la base de l'historique des résultats mitigés des réformes précédentes, des coûts de facteurs de production constituent des contraintes majeures et persistantes. Naturellement, le coût de l'électricité qui entrave l'industrialisation de notre pays, mais surtout, on insiste beaucoup dessus, les lenteurs des procédures administratives avec la digitalisation intégrale de l'administration sénégalaise. Donc, l'objectif global, c'est d'attirer des investisseurs dans le secteur productif et créer des emplois décents. Et les objectifs spécifiques, éliminer les contraintes administratives, réduire les coûts de facteurs de production et faciliter l'accès aux fonciers. À ce niveau, l'APIX a entamé avec les services de l'État, en tout cas comme paradigme et comme mission, d'améliorer le climat des affaires, de renforcer le dialogue public-privé, de stimuler l'industrialisation et d'accompagner le développement des pôles territoires. Simplification des procédures administratives avec la digitalisation intégrale de nos procédures, et nous allons l'entamer très bientôt le mois prochain, en tout cas en ce qui concerne l'APIX, pour ces procédures sera digitalisée intégralement du code des investissements à la création des entreprises. Favoriser la transparence, donc la bonne gouvernance qui est un élément fondamental de notre politique. L'amélioration du cadre incitatif avec les différentes réformes des cadres des affaires, notamment le code des investissements et le code général des impôts, le code général des douanes et les différentes lois connexes. Et naturellement la promotion de la destination Sénégal. Comme on a dit, comme ça a été annoncé, les axes qui constituent aujourd'hui un peu les réformes, le foncier, un frein à l'investissement, l'accès au foncier, la facilitation de cet accès-là, les ressources hydriques aujourd'hui avec un projet phare, le grand transfert d'eau qui doit permettre la production, la disponibilité des ressources hydriques, l'énergie aujourd'hui, le cadre avec le CRCE, le Conseil de régulation du secteur énergétique permet d'avoir la régulation des prix de l'électricité, mais également les projets de gaz et de ressources d'énergie renouvelable nous permet de passer de 1000 MW à l'état actuel à 10 000 MW à l'horizon 2029. Et naturellement, le New Deal technologique aujourd'hui qui donne des opportunités à travers des réformes sur les infrastructures, sur la formation, mais également sur la régulation du secteur. Redynamiser le CPI qui est le cadre de dialogue. Et je pense que c'est aujourd'hui, quand on parle de dialogue public-privé, le Sénégal a une longue histoire avec le dialogue public-privé qui a toujours été permis de renforcer, en tout cas d'améliorer considérablement aujourd'hui le climat des affaires. Et à ce niveau, le travail est en train d'être effectué pour relancer le cadre de dialogue à travers le Conseil présidentiel de l'investissement, renforcer le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé, accélérer l'identification des contraintes et faciliter la mise en œuvre des réformes pour améliorer l'environnement des affaires. Voilà l'agenda qui est proposé à travers les travaux de concertation, la mise en œuvre des réformes et la session annuelle du CPI au niveau du Sénégal qui institue le cadre de dialogue privé idéal entre les secteurs privés et le secteur public. Un des leviers de l'investissement au Sénégal est constitué par l'industrialisation et la territorialisation des investissements à travers ce qu'on appelle les zones industrielles, les zones économiques et les zones aménagées pour l'investissement. Le développer des pôles territoriaux compétitifs au niveau des 45 départements, favoriser une croissance économique plus inclusive et partagée, planification stratégique à travers l'identification des zones à fort potentiel économique, et ça, je pense qu'il y a un travail qui a été élaboré, on a une cartographie bien identifiée au niveau des communes, même au niveau communal, avec l'apport de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, nous avons pu identifier toutes les zones à forte vocation d'investissement, développement des infrastructures, notamment à travers un schéma directeur élaboré par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres, qui permet de relier les zones de production aux zones d'approvisionnement, la création des zones maintenant qui viennent en support, comme pour créer des zones de production en fonction des vocations de chaque zone. Vous avez dans le sud, dans la Casamance, qui est le grenier du Sénégal, tout ce qui est transformation de produits agricoles. Vous avez au niveau de l'Est, tout ce qui est transformation des produits miniers. Vous avez dans le nord de tout ce qui est transformation des produits horticoles. Et au centre, tout ce qui est oléagineux et tout ce qui est produit, en tout cas, d'élevage. Donc, c'est en fonction de ces différents pôles que nous avons identifiés que nous allons installer des entreprises
qui pourront aller à la source des ressources transformées localement et approvisionner tous les marchés et qui va nous permettre d'atteindre la croissance économique tant espérée. Donc, sur ces volets-là, un autre levier d'attractivité de l'investissement, les partenariats publics-privés, et sur lesquels l'État du Sénégal, à travers le ministre de l'économie, est en train de révolutionner et a mis en place, lancé récemment, une plateforme en ligne pour administrer les partenariats publics-privés et permettre de réduire drastiquement la longue durée des partenariats publics-privés. Le Diaspora Bond, qui constitue aujourd'hui un levier de financement de notre économie, et nous comptons beaucoup, comme vous le savez, les Sénégalais sont un peu partout et constituent un levier fort de mobilisation de ressources. Le Diaspora Bond est une innovation en termes de financement. Les investissements directs étrangers et le financement participatif, les levées de fonds que nous avons l'habitude de faire, qui nous ont permis de mobiliser 310 milliards en appel à l'épargne publique. Donc, les volets qui sont importants dans ce secteur-là, la formation professionnelle, l'accompagnement, la formalisation et l'inclusivité. La transition numérique, je vais essayer d'aller vite parce que je pense qu'il y a beaucoup de points à voir. Le numérique de technologie est un levier aussi d'attractivité de la croissance et surtout de l'investissement à travers la digitalisation des procédures administratives, les infrastructures numériques, la formation aux métiers numériques et l'innovation technologique. Les 3 chantiers prioritaires pour 2025, ce sont ces 3 réformes, le Code des investissements, Code général des impôts et Code général des douanes. Le Code des investissements avec comme innovation de taille la digitalisation intégrale, l'élargissement de l'assiette et des secteurs et surtout l'abaissement du seuil d'investissement éligible, mais également l'inscription de ce qu'on appelle les investissements stratégiques qui permettent que tout investisseur qui investit hors des régions de Dakar, du Sénégal et de Dakar et de Thiès bénéficiera d'un régime stratégique, d'investissement stratégique. Le Code général des impôts et le Code général des douanes qu'on est en train de réviser, une refonte même, j'allais dire. Le Premier ministre l'a annoncé juste avant sa venue, un plan de redressement. Comme vous le savez, le Sénégal a hérité d'une dette qui est à hauteur de 119%. Et aujourd'hui, nous avons initié un plan de redressement basé exclusivement sur les ressources internes qui permet de rééquilibrer notre cadrage macroéconomique. L'objectif global, c'est la transition d'un modèle ancien vers un modèle nouveau et avec des priorités. Réformes préalables qui ont été annoncées, réformes techniques préparatoires et bonne gouvernance. Voilà les 3 axes de ce plan de redressement. Comment le financer? 90% sur ressources propres, 33% du coût plus élevé que prévu et plus de 4 600 milliards attendus, mobilisables au niveau des ressources propres. Le mécanisme de financement endogène innovant, 1352 milliards de francs CFA. L'économie sur le fonctionnement de l'État à 50 milliards de francs CFA, donc il y aura une réduction des dépenses de l'État. Et des opportunités d'investissement très intéressantes, autant pour les fonds d'investissement que pour les acteurs que vous êtes en tant qu'investisseurs. 1091 milliards attendus de recyclage d'actifs. Et les ressources domestiques à hauteur de 2111 milliards.
phares ont été identifiés. Les projets, c'est le cadre. Coopérative agricole communautaire, évalué à 250 millions de dollars. Cela concerne 46 coopératives agricoles communautaires. On mettra à la disposition de ces coopératives-là 300 hectares à raison de 10 millions de francs CFA par hectare pour l'aménagement des coopératives agricoles. Donc ici, il s'agit de l'aménagement des coopératives agricoles à hauteur de 250 millions de dollars. Et je pense qu'en termes d'aménagement, le coût aujourd'hui qui est évalué à 10 millions de francs CFA par hectare, c'est largement accessible aux investisseurs pour accompagner la vision du Sénégal pour la souveraineté alimentaire. Un des projets phares et cher au ministre de l'Agriculture, c'est la mécanisation agricole. Et il est important de souligner à ce niveau que l'État du Sénégal a pris une décision de ne plus acheter de matériel agricole. Ce n'est pas le modèle que nous souhaitons ici. La décision que nous avons, c'est de développer ce qu'on appelle les services agricoles. Ces services agricoles, en quoi ça concerne? Vous êtes fabricant de matériel agricole, nous sommes prêts à contracter via des JV, secteur privé turc, secteur privé sénégalais et l'État du Sénégal pour offrir des services agricoles subventionnés par l'État du Sénégal. Le besoin estimé est de 1500 tracteurs, 1500 moissons-batteuses et 2000 motoculteurs. Le coût est évalué à 210 millions de dollars. Autre opportunité d'investissement, les aménagements agricoles à hauteur de 2,5 milliards de dollars. Nous avons 200 000 hectares pour le riz, aujourd'hui disponible, prêt à être aménagé à raison de 10 millions par hectare. Donc la location, suivant un modèle de location des superficies aménagées, l'État va subventionner ces locations-là et va permettre aux investisseurs une augmentation de la production agricole, notamment le riz. Le Green Energy, c'est aussi un projet aujourd'hui qui concerne toutes les entreprises qui sont dans les énergies renouvelables. Si vous êtes prêt à installer 2 mégawatts par commune, aujourd'hui le projet est estimé à 2 milliards de dollars. Et ça concerne pour un total de 1050 mégawatts. Ça permet de réduire drastiquement la consommation énergétique, en tout cas la facture d'électricité des coopératives agricoles et des agriculteurs. Et un dernier projet, l'hangar frigorifique, évalué à 200 millions de dollars avec une capacité de 200 000 tonnes, avec une phase 1 de 100 millions de dollars, une phase 2 à 100 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez la chance, tous ces projets-là, les ministères sectoriels sont là, l'APEX est là, et le Fonds 6 est là pour vous accompagner, pour vous donner plus d'informations sur ces projets. La souveraineté industrielle passera par les zones économiques spéciales, l'industrialisation du fer et de la métallurgie et les matériaux de construction qui constituent des leviers forts dans notre développement économique. Et à ce niveau, nous attendons des investissements entre 790 millions de dollars à 940 millions de dollars en ce qui concerne le développement des zones économiques spéciales. Le projet d'acierie à 880 millions de dollars, l'exploitation de 630 millions de tonnes de fer aujourd'hui au niveau du Falémé et la mise en œuvre d'une chaîne de fer autour des gisements de fer de la Falémé. Les matériaux de construction, 220 millions de dollars avec la gestion et la valorisation du marbre situé dans la région de Kédougou. Très rapidement, la souveraineté industrielle aussi, les phosphates de Matam constituent un projet phare avec un potentiel de production de 2 millions de tonnes de produits d'ici 5 ans et 4 millions de tonnes d'ici 10 ans pour un projet d'un coût estimé à 450 millions de dollars. L'industrie pharma, autre opportunité d'investissement, 521 millions de dollars par an dépensés par Sen Pharma et grossiste privé Sénégal. Nous avons le Sénégal aussi est le central d'achat de l'Afrique de l'Ouest et concernant la Sen Pharma est le premier acquéreur de la production. Donc il est attendu en termes d'investissement 620 millions de dollars. Les agropoles également, avec 870 millions de dollars, donnent des opportunités d'investissement toujours dans le secteur agricole. La souveraineté logistique. Nous ne pouvons pas avoir des ressources naturelles, avoir des zones économiques sans logistique. Sinon le développement n'a pas de sens. Et à ce niveau-là, le corridor Dakar-Bamako constitue un élément phare extrêmement important pour décongestionner les zones de production, pour acheminer vers nos premiers partenaires, notamment en Afrique. Et à ce niveau, le projet de corridor Dakar-Bamako, constitué du chemin de fer quittant Dayan jusqu'à Kidira, mais également accompagné de plateformes logistiques reliant le tracé du chemin de fer aux zones de production.
le port de Ndayane qui sera livré en 2027 et les 5 aéroports régionaux, c'est pour justement développer le hub ferroviaire, le hub portuaire et le hub aérien. La souveraineté technologique, le cadre souverain évalué à 17,5 millions de dollars, la fibre optique universelle à 350 millions de dollars et le parc technologique numérique à 100 millions de dollars qui est toujours en suspens et offre des opportunités d'investissement. Une nouvelle ville, le Sénégal a l'ambition aussi de désengorger la capitale Dakar et aujourd'hui opte pour construire maintenant pas des logements sociaux de manière classique mais véritablement une nouvelle ville. Et à ce niveau, une superficie a été dégagée pour pouvoir construire cette nouvelle ville. Plus d'informations qu'on pourra vous donner ultérieurement. Les 5 hôpitaux régionaux, aujourd'hui, c'est un projet porté par le Fonds 6 avec à hauteur de 747 millions de dollars, aujourd'hui ouvert en tout cas en EPCF ou bien de manière partagée en exploitation qui est attendue. Le programme 0% d'abri provisoire également est une opportunité de modèle économique pour les écoles et les salles de classe. Pour vous accompagner et pour mettre en œuvre toutes ces stratégies, 2 structures de l'État, l'APIX et le Fonds 6, vous accompagneront. L'APIX a pour mission la facilitation et la promotion et l'accompagnement de tout investisseur privé. Son rôle de guichet unique de promotion de l'information et mise à disposition de l'information, de facilitation pour la structuration de vos projets et de l'accompagnement sur mesure est un atout phare pour les investisseurs que vous êtes. Et notre apport pour dérisquer vos projets, c'est le risque administratif avec la réduction des lourdeurs administratives, la visibilité réglementaire et fiscale, parce qu'on accorde aujourd'hui les agréments au code des investissements et le dialogue avec l'État en cas de difficulté à travers notre guichet de problem solving. Et pour Fonds 6 a une mission de co-investissement et de mobilisation des ressources pour accompagner aujourd'hui vos projets. Avec le Fonds souverain, il est co-investisseur, il peut assurer la structuration financière avec vous des projets avant leur réalisation. Il a un effet catalyseur et peut gérer les risques financiers de vos projets. Et pour dérisquer, son apport pour dérisquer les projets, le risque financier réduit, crédibilité institutionnelle, vu que le Fonds 6 dépend de l'État, et la mobilisation des partenaires internes. Je ne saurais terminer sans vous parler du Forum Invest in Sénégal, qui est un grand rendez-vous aujourd'hui, qui permet de mobiliser les investissements pour réaliser cette vision 2050. Ce forum-là sera organisé le 7 et 8 octobre 2025 au Centre international Abdou Diouf, et nous invitons tous les membres du DEC et de Moussiad à participer massivement à ce forum qui va réunir plus de 3000 participants à travers le monde. L'Arabie Saoudite est le pays invité d'honneur et nous espérons qu'il y aura beaucoup d'accords qui seront noués aujourd'hui et qui seront célébrés au moment du forum. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce de la République de Turquie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de ma délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les présidents de DEIC et Moussiad, Monsieur le directeur général de l'APIX, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé national et international, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord adresser mes sincères remerciements à DEIC, Moussiad et l'APIX pour l'organisation de ce forum des affaires qui illustre l'excellence de la coopération entre nos deux pays et l'importance que nous accordons au dialogue économique et au partenariat public-privé. Je profite de cette opportunité pour transmettre les salutations, mais également les encouragements de Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et vous réaffirme son engagement constant, qui est de faire du secteur privé, national comme international, le moteur de notre transformation économique conformément à l'agenda de transformation nationale.
À ce titre, ce forum économique Turquie-Sénégal, qui se tient ici à Istanbul, intervient dans un contexte porteur d'espoir et illustre surtout l'intérêt stratégique que notre pays accorde au renforcement du partenariat sénégalo-turc. En effet, depuis mars 2024, le Sénégal s'est engagé dans une nouvelle trajectoire fondée sur la souveraineté, la justice sociale et la prospérité partagée. Dans ce cadre, la vision 2050, Sénégal 2050, en libérant les énergies, en valorisant les potentialités et en bâtissant un partenariat équitable entre l'État, le secteur privé national et les investisseurs internationaux. Notre ambition est de faire du Sénégal une terre d'expansion et de croissance pour les entreprises, et particulièrement pour nos partenaires turcs. Cette ambition repose sur les facteurs clés ci-après. Miser d'abord sur les atouts du Sénégal qui ont été rappelés ici par tous les intervenants, notamment la stabilité, la position géographique, les ressources naturelles et humaines, les infrastructures modernes et un climat des affaires compétitif. C'est aussi la diversification des partenariats stratégiques afin d'assurer la résilience et la montée en gamme de notre économie. C'est aussi de positionner le Sénégal comme un acteur clé des chaînes de valeurs industrielles africaines dans le cadre de la ZLECAf, mais aussi mondiale, en s'ouvrant davantage aux flux commerciaux internationaux. C'est enfin de mettre en œuvre des projets transformateurs dans les secteurs stratégiques, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le directeur général de l'APIX, les secteurs de l'énergie, de l'hydraulique, des infrastructures, de l'industrie, de l'agriculture et du numérique. Mesdames et messieurs, le nouveau paradigme économique que nous portons repose sur 3 piliers essentiels. La transformation locale de nos ressources, la valorisation de notre potentiel humain et un ancrage territorial fort. Cette orientation traduit un choix clair en faveur de l'emploi, de l'équité sociale et de la souveraineté économique. Pour le partenariat, dans le cadre de cette nouvelle dynamique, le Sénégal souhaite renforcer son partenariat avec la Turquie autour de 5 axes prioritaires. D'abord, l'énergie, la mise en œuvre des stratégies du gaz to power et du gaz to industry. Ensuite, l'industrialisation, par la création de chaînes de valeur locales durables, notamment dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, que sont les secteurs du textile, des matériaux de construction et des énergies renouvelables. La transformation numérique, avec des partenariats dans l'e-commerce, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Le secteur de l'éducation et de la recherche, par la création d'un centre de formation en innovation technologique et d'un institut conjoint. La souveraineté sanitaire, par le co-développement d'infrastructures hospitalières, de laboratoires pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux. Ces axes traduisent notre volonté de renforcer la résilience économique et technologique du Sénégal. Pour ce qui est des réformes et du cadre des affaires, pour l'opérationnalisation de cette vision, le gouvernement du Sénégal met en œuvre 8 pôles de développement intégrés, interconnectés par de grandes infrastructures et soutenus par un environnement fiscal et juridique compétitif, ce qui justifie l'amorçage d'un ensemble de réformes clés. La réforme du Code des investissements,
pour garantir la prévisibilité et la stabilité et offrir un cadre incitatif aux investissements stratégiques. Une refonte du Code général des impôts et du Code des douanes pour une fiscalité plus compétitive. Une nouvelle loi sur les partenariats publics-privés pour stimuler les co-investissements stratégiques. Une loi sur les zones économiques spéciales pour faire émerger des hubs industriels intégrés. Un régime clair d'import-substitution pour favoriser la production locale et réduire notre dépendance extérieure. J'ajouterai une réforme du cadre foncier, du cadre juridique qui encadre le foncier pour permettre un accès encadré et sécurisé aux investisseurs. Ces réformes visent à offrir un cadre lisible, compétitif et sécurisé, capable de rassurer les investisseurs internationaux et de soutenir l'initiative privée nationale. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une trajectoire macroéconomique nouvelle. La loi de finances rectificative 2025 fixe 4 priorités que sont l'appurement de la dette intérieure, la relance de l'investissement productif, le soutien au secteur privé via les partenariats publics-privés et l'amorçage de la souveraineté alimentaire. Le plan de redressement que nous avons présenté la semaine dernière engage une rupture profonde dans la gestion des finances publiques avec un effort de mobilisation supplémentaire de 4 600 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028 et qui seront financés à 90% par des ressources internes. Ce plan repose sur la mobilisation endogène, l'épargne nationale, la diaspora, les recettes fiscales élargies, la renégociation des contrats stratégiques, le recyclage d'actifs publics et surtout une réduction du train de vie de l'État. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, le Sénégal fait le choix de la souveraineté financière et de l'assainissement budgétaire afin de bâtir une croissance robuste et durable. À nos partenaires ici présents, le Sénégal prend 3 engagements. Le premier engagement, c'est la digitalisation de l'administration pour fluidifier et sécuriser toutes les démarches. Un des intervenants du patrimoine turc a insisté sur l'accélération des procédures, notamment. Le deuxième engagement, c'est la stabilisation du cadre réglementaire afin d'offrir prévisibilité et confiance. Et le troisième engagement, c'est de dialoguer régulièrement avec le secteur privé dans le cadre d'une concertation structurée et permanente en vue d'une amélioration constante du climat d'affaires. Ce dialogue permanent commence d'abord avec le secteur privé national, auquel nous accordons une importance particulière. À ce secteur privé national d'ailleurs, je veux annoncer que dès mon retour et dans les prochains jours, nous organiserons une séance de partage sur le plan de redressement parce que nous voulons qu'ensemble, nous relevions d'abord les défis endogènes avant d'attendre ou d'accueillir les investisseurs étrangers qui viendront simplement en appoint. Mesdames et messieurs, la Turquie est un partenaire. La Turquie est un partenaire qui a déjà beaucoup investi au Sénégal. Beaucoup, mais pas suffisamment. Nous pensons pouvoir faire beaucoup plus et beaucoup mieux. La décision, la proposition formulée par le président Erdogan lors de notre entrevue d'avant-hier de porter le niveau de nos échanges à 1 milliard de dollars, c'est-à-dire de le multiplier par 3, confirme ce que je viens de dire, c'est que nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Mais la Turquie a beaucoup investi, qu'il s'agisse d'infrastructures modernes, d'éducation, de culture, de transports aériens ou d'industrie. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin
en stimulant les joint ventures dans l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les matériaux de construction, la métallurgie, la santé et la pêche, en favorisant l'implantation d'entreprises turques dans nos zones économiques spéciales et nos zones aménagées pour l'investissement, en particulier à Dias, en co-investissant dans les grands projets stratégiques, notamment les pipelines gaziers, les nouvelles infrastructures logistiques ou encore l'industrie militaire. À ce titre, nous appelons à une participation massive des entreprises turques au forum Invest in Sénégal qui se tiendra les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar. Ce sera l'occasion de transformer nos ambitions partagées en engagements concrets et en partenariats structurants. Le Sénégal d'aujourd'hui est prêt. Je me réjouis de l'annonce faite tout à l'heure par M. le ministre du Commerce de la Turquie, de la participation de la Turquie également à la prochaine foire qui se tiendra au mois de décembre, qui est une foire annuelle. Le Sénégal est prêt aujourd'hui à accueillir des investissements productifs, aussi bien l'État sénégalais que le secteur privé sénégalais, pour lequel je parle ici, parce que l'État du Sénégal n'envisage aucune action sans le faire conjointement avec son secteur privé également. Prêt à bâtir des partenariats gagnant-gagnant, prêt à devenir avec la Turquie un pôle fort du Sud global. Je vous donne rendez-vous à Dakar en octobre 2025, Inch'Allah, pour ensemble faire du Sénégal une terre d'expansion et de prospérité pour les entreprises turques, conjointement avec les entreprises sénégalaises, et pour sceller ensemble un avenir de co-développement et de croissance partagée. Je vous remercie de votre aimable attention.